Bonjour. Il y a 22 ans, certains d'entre vous n'étaient pas nés, je suis rentrée dans un centre de dépistage anonyme et gratuit. Suite à une rupture conjugale, à une rupture sentimentale, j'avais envie de me rassurer et de pouvoir savoir si éventuellement il y avait une prise de risque. Alors j'ai rencontré un médecin qui effectivement m'a rassurée en me disant que a priori il y avait peu de risques. Je pense qu'il pensait aussi que je n'étais pas dans le profil. Ce profil où apparemment il était déjà lui-même dans ses préjugés. Alors on a fait le test et puis une semaine après, je suis revenue. Je suis revenue au centre de dépistage, il était 9 heures du matin. Les deux secrétaires, il y avait deux secrétaires qui m'attendaient voilà, avec mon résultat. Et j'avais oublié mon petit ticket où il y avait mon numéro, puisque c'était un centre de dépistage anonyme. Et alors j'étais prête à retourner chez moi pour aller chercher le ticket. Et en fait, le médecin qui était derrière elle avait les bras croisés, il m'attendait et il a dit non, c'est bon, je connais le dossier. Et là, je me suis dit, s'il connaît le dossier, c'est que le dossier doit être un petit peu différent de ceux des autres. C'est ainsi que j'ai appris ma séropositivité. Alors, il y a eu quelques secondes qui ont suivi après. Je l'ai suivi dans le couloir. Je suis rentrée dans son cabinet en espérant peut-être que j'avais mal interprété ce qu'il me disait. Et puis, il m'a confirmé. Je pense qu'il était quelque part aussi mal à l'aise et peut-être presque plus mal à l'aise que moi. Il m'a confirmé qu'il y avait des traces d'anticorps du VIH dans mon sang. Je me rappelle très précisément de deux moments, malgré le fait que finalement tout dans ma tête bourdonnait, mes oreilles, que ma vision devenait trouble. Il m'a dit « Ne vous inquiétez pas, vous savez, maintenant on n'est plus en 87, on n'est plus dans les années 80, on est en 97 et des médicaments viennent d'arriver. » Mais moi, je me voyais mourir, je ne connaissais rien au VIH, je ne connaissais rien au sida, sinon ce que j'en entendais, et je savais que j'allais mourir. Et je me rappelle aussi de quelque chose de précis. Il m'a tendu une corbeille où il y avait des préservatifs. Et il m'a dit, bon, la prochaine fois, prenez-en pour vos prochaines relations sexuelles. Et moi, je me disais, mais je vais mourir. Et lui, il me tend sa corbeille avec ses préservatifs comme s'il me tendait des cacahuètes pour prendre l'apéro. Et franchement, à 9 heures, ça me semblait dépassé. Et pourtant, il faisait son métier. Mais pour moi, c'était vraiment pas le moment. Alors, on est allé faire le deuxième test, puisqu'il faut effectivement un test de confirmation. En général, le premier ne se trompe pas trop, mais il fallait faire ce test. L'infirmière, cette fois-ci, qui était la même que celle qui avait fait mon premier test, a mis des gants. Elle a mis des gants et je suis certaine, absolument certaine, que la première fois, une semaine auparavant, quand elle m'a fait la première prise de sang, elle n'avait pas mis ses gants. Alors qu'est-ce qui avait changé? Qu'est-ce qui avait changé en une semaine? Alors qu'une semaine auparavant, potentiellement, puisque je venais dans ce centre de dépistage, je pouvais aussi être séropositive. Qu'est-ce qui avait changé pour qu'elle, en tant que professionnelle de santé, elle mette des gants? La peur était rentrée. Les préjugés étaient là. J'étais la même qu'une semaine auparavant. Mais tout d'un coup, je représentais un risque. Je représentais une éventuelle source de contamination pour elle, alors qu'on pourrait imaginer qu'une semaine auparavant, c'était déjà le cas. Alors, évidemment, comme je vous le disais, je me voyais mourir, parce que c'est l'image que j'avais en tête à ce moment-là. Alors, sur ce point, j'ai eu tort, puisque vous voyez, je suis toujours là. Et puis je prends plaisir aussi à dire, alors ce n'est pas dans notre habitude, mais je prends aussi plaisir à dire que je vieillis. Je vieillis avec le VIH. Je pensais mourir à cause du VIH, mais finalement je vieillis et j'en suis vraiment très satisfaite. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, 20 ans maintenant de vie aussi avec les traitements, parce qu'évidemment, pour vivre et pour vieillir avec le VIH, il faut prendre ces traitements quotidiennement. Alors, j'ai eu des hauts et des bas avec ces traitements. J'ai connu des périodes très difficiles, notamment pendant 2 ans, avec un traitement qui faisait en sorte que, à chaque fois que j'allais dans un endroit, que ce soit au niveau professionnel, pour des vacances, dans ma famille, n'importe où, la première chose que je faisais, c'était de repérer les toilettes. Alors, c'est pas très sexy et très glamour, c'est le moins qu'on puisse dire, mais mes intestins étaient tellement
en vrac à cause de ces traitements que vraiment ma préoccupation principale pendant 2 ans, c'était de savoir où étaient les toilettes. Alors je savais en même temps que ces traitements, ils avaient de bons résultats. J'étais en forme. En tout cas, mon virus était endormi. C'est l'effet effectivement des traitements. Mais évidemment, ma qualité de vie a été très, très moyenne. Et puis on a changé de traitement. Il y a quelques temps, environ 2 ans, mon médecin m'a dit, bon écoute, on se tutoie parce qu'on se connaît maintenant depuis toutes ces années. Mon médecin m'a dit, écoute, il y a un nouveau traitement qui vient d'arriver et qui te permettra, au lieu d'avoir 3 cachets par jour, de pouvoir avoir un seul médicament, une seule prise par jour. Bon, une offre pareille, ça ne se refuse pas. Alors je lui ai dit, ok, banco, allons-y. Bien, et en fait, au bout d'1 mois, je suis devenue complètement insomniaque. Ce traitement, en fait, qui est très prescrit aujourd'hui et qui est extrêmement efficace, malheureusement, un certain nombre de personnes ne le supportent pas, j'en fais partie. Donc effectivement, au bout de 5 semaines, on a arrêté ce traitement parce que vraiment, je ne fermais plus l'œil de la nuit au sens strict du terme. Donc, la vie avec les traitements a eu ses hauts et ses bas, mais ce n'est pas tant de ça dont je voulais vous parler ce soir, c'était aussi de parler de ces peurs. Finalement, j'ai cru rentrer dans le monde de la mort, mais je suis rentrée surtout dans le monde de la peur, des préjugés et des discriminations. Parce que si la science a progressé, si des progrès scientifiques absolument incroyables en l'espace de 30 ans, depuis qu'on a découvert le virus, ont été faits, malheureusement, la société, les mentalités n'ont que peu progressé, voire on retourne un petit peu en arrière. Et vous voyez, dans les années 80, probablement ces hommes sont déjà morts, les militants de la lutte contre le sida disaient déjà à l'époque, on veut de la recherche, we need research, not hysteria. On ne veut pas de l'hystérie, on ne veut pas de la peur, on veut des avancées scientifiques. On veut avoir plus d'éléments. Alors aujourd'hui, dans le monde, on est 37 millions environ de personnes vivant avec le VIH. Il y a des jeunes, des vieux, des enfants, des hommes, des femmes, des hétérosexuels, des homosexuels. Chacun a sa vie et sa vie médicale avec le VIH. Mais une chose qui nous relie très fort, malheureusement, dans toutes ces vies, de par le monde, que vous soyez à Paris, à Ouagadougou ou à Bangkok, ce sont les discriminations auxquelles nous faisons face. Et en tant que directrice de SIDAction, ces discriminations, ces rejets, je les vis, je les ai vécus au quotidien, et je sais aussi le nombre de témoignages qui nous arrivent aussi à SIDAction et qui semblent aujourd'hui absolument incroyables en 2019. Prenons l'exemple d'un simple rendez-vous chez un dentiste. Il y a quelques années, j'avais un gros problème avec mes gencives, grosse douleur, je saignais, mes gencives étaient gonflées. Alors je suis allée voir un dentiste. Et comme pour chaque rendez-vous avec un dentiste, le premier rendez-vous, vous avez dû faire ça parfois de votre côté, on remplit une petite fiche qui nous permet de donner quelques éléments sur son état de santé. Et entre autres, il y a une question sur êtes-vous atteinte d'une maladie infectieuse? Donc honnêtement, j'ai effectivement dit que j'étais séropositive. La dentiste m'a reçue et m'a dit non mais ça va, il n'y a pas de souci, vous savez, ça va passer, je ne peux rien faire pour vous. Et à l'époque, je n'avais pas les armes pour lui répondre et je me suis dit, elle a peut-être raison. Et donc, je suis ressortie de son cabinet et évidemment, ce n'est pas passé tout seul. La douleur empirait, donc je suis allée voir un autre dentiste. Et cet autre dentiste, qui m'a évidemment fait remplir la même fiche, lui a pris soin de moi. Il a fait un simple détartrage et qui m'a permis évidemment de soulager mes douleurs. Il n'était pas plus courageux qu'un autre. Il était juste professionnel, sans préjugés. Il a utilisé les moyens de protection qu'il utilise avec tous ses patients, les lunettes, un masque, et il s'est occupé de moi parce qu'il savait que le VIH n'allait pas lui sauter à la figure. On a d'autres exemples quand on vit avec le VIH, parfois très surprenants. Savez-vous qu'on ne peut pas voyager ou séjourner partout où on le souhaiterait. Si vous souhaitez résider plus de 3 mois et avoir un permis de travail dans certains pays, notamment Singapour, la Corée du Sud, certains pays du Golfe, la Russie également. Si vous souhaitez travailler dans ces pays, ça devient très très compliqué si vous êtes séropositif, puisqu'on vous demande de faire un test et en général, vous n'avez pas la carte de séjour qui vous permet de travailler dans ces pays. Et puis, on en parle un petit peu moins, mais vous avez peut-être connu ça si vous avez voyagé aux États-Unis il y a quelques années. Même en tant que touriste, aux États-Unis, il y a quelques années encore, vous deviez répondre à un questionnaire où on vous demandait notamment si vous étiez séropositif. Et bien entendu, si vous étiez séropositif, on pouvait vous délivrer, ou pas, mais plutôt pas,
une autorisation d'entrée sur le séjour, sur le terrain américain. Ce qui fait que pour l'anecdote, dans les années 90, la première conférence sur le VIH a eu lieu à Washington et une partie en fait, des conférenciers n'ont pas pu venir à la conférence, ce qui est quand même un comble. Barack Obama a changé cette règle et depuis quelques années, on peut de nouveau aller vers les États-Unis sans aucun problème. Mais ça créait ces peurs parce que de mon côté, quand j'ai pu voyager aux États-Unis pour des raisons professionnelles, j'ai toujours refusé de donner mon statut, de dire à l'administration américaine que j'étais séropositive. Alors évidemment, je cachais mes médicaments partout où je pouvais, y compris dans mes sous-vêtements, pour être sûr qu'à la douane, si jamais j'étais fouillée, on ne trouve pas mes médicaments. Et si je le faisais, c'est parce qu'on avait de nombreux exemples de militants de la lutte contre le sida qui s'étaient fait refouler parce qu'à un moment, ils avaient été fouillés, qu'on avait vu leur traitement, et ils ont fait demi-tour. On est discriminé dans la vie, mais on est aussi, et on l'a été jusqu'à peu, discriminé dans la mort. Saviez-vous que jusqu'en 2016, un arrêté du Code de santé publique stipulait que les personnes porteuses du VIH et du virus des hépatites ne pouvaient pas bénéficier de soins funéraires. C'est-à-dire que les thanatopracteurs refusaient, s'ils savaient que le corps du défunt était porteur du VIH, de faire ces soins funéraires. Ces soins funéraires, ce sont évidemment des soins qui permettent de veiller notamment et de maintenir le corps et d'éviter la décomposition et de faire en sorte que les familles puissent faire leur deuil et veiller leurs défunts. Cela était interdit aux personnes séropositives. Alors avec les militants de la lutte contre le sida, on s'est battu. On s'est battu pendant 15 ans auprès de plusieurs gouvernements pour faire en sorte que le VIH ne figure plus dans la liste des interdictions à recevoir des soins funéraires. Et si on s'est battu, c'est pas juste pas parce qu'on avait envie d'être embaumé une fois qu'on était décédé, c'est parce qu'on refusait qu'une loi existe et se base sur des faits qui n'étaient pas prouvés scientifiquement. Dans la littérature scientifique, aucun cas de transmission n'a eu lieu entre le corps d'un défunt et un thanatopracteur, à partir du moment où les thanatopracteurs, comme les dentistes, utilisent les moyens de protection qu'ils utilisent pour tous les défunts. Les thanatopracteurs font des soins funéraires auprès de personnes dont ils ne connaissent même pas le statut. Combien d'entre vous aujourd'hui ont fait un test de dépistage? Et si vous mouriez aujourd'hui, comment est-ce que le thanatopracteur pourrait savoir si vous êtes séropositif ou pas? Alors, on a lutté ferme. Depuis 2016, un arrêté a effectivement retiré le VIH de cette liste excluante. Mais on a aujourd'hui encore des thanatopracteurs, pas tous, heureusement, parce que certains sont soutenants, des thanatopracteurs qui nous disent « si nous apprenons que le défunt est séropositif, nous utiliserons notre droit de retrait ». Et ça, évidemment, en tant qu'association de lutte contre le sida, on est extrêmement en veille pour dénoncer ces cas si effectivement on s'apercevait que c'était le cas. Alors, on a envie de dire, mais jusqu'où va-t-on aller? On constate aujourd'hui, je vous disais que les personnes vieillissaient avec le VIH. Qu'est-ce qui se passe quand on vieillit, même sans le VIH? On va dans les maisons de retraite, on va dans les EHPAD. Et aujourd'hui, on commence à avoir des histoires, des témoignages de personnes qui nous disent « on a refusé que je partage les mêmes couverts que les autres résidents, même couverts, on m'a mis à part ». Des personnes nous ont dit que des aides-soignantes faisaient des soins avec des gants, des toilettes, avec des gants qu'ils n'utilisaient pas avec d'autres résidents. Donc on se retrouve de nouveau sur ces faits incroyables qui fait que, comme je vous le disais, si la science a progressé, les mentalités, elles, ne progressent pas et au contraire, parfois reculent. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de nous. N'ayez pas peur de nous. Mon virus ne va pas vous sauter à la tête. Vous pouvez me toucher, vous pouvez m'embrasser, vous pouvez même transpirer avec moi, vous pouvez partager vos couverts, vous pouvez aller aux toilettes après moi. Vous n'avez aucun risque d'être contaminé. Notamment parce que je connais mon statut, que je suis séropositive, je connais mon statut et je suis sous traitement. Et ces traitements, dans les progrès scientifiques, ce qu'on a découvert, c'est que non seulement ils étaient bons pour la santé des personnes, mais qu'ils les maintenaient en bonne santé, mais en plus, ils avaient un effet préventif. Et donc je peux aussi vous dire aujourd'hui que si vous avez une relation sexuelle avec moi, même sans utiliser de préservatif, vous n'avez aucun risque d'être contaminé. Mais qu'est-ce que je vous raconte là? Et je vous assure que jamais je ne pourrais vous dire quelque chose comme ça sans avoir une preuve scientifique. Et cette preuve scientifique, elle existe. On en a même entendu parler récemment dans les journaux. Elle est basée sur une étude qui s'appelle Partner, qui a eu lieu dans 14 pays européens depuis 2010. 1700 couples sérodifférents, dont l'un des partenaires était séropositif, sous traitement efficace. Ces couples ont été suivis
Et pendant 8 ans, ces personnes qui n'utilisaient pas de préservatif pour leur rapport, aucun cas de transmission n'a eu lieu. Aucun. Donc aujourd'hui, la science a prouvé qu'une personne séropositive, sous traitement efficace, a un risque zéro. 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 Il n'y a aucun risque. Et le fait de faire l'amour avec une personne séropositive, qui connaît son traitement, qui connaît son statut, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait d'aller vers le dépistage et de connaître son statut, parce qu'aujourd'hui, en étant sous traitement, il n'y a aucun risque de transmission. Alors, bien sûr, quand je vous dis que malgré ces résultats, malgré ces avancées scientifiques, le doute persiste. On a un autre exemple chaque année, et encore cette année, SIDAction a fait un sondage auprès des jeunes et des moins jeunes pour percevoir les prises de risque notamment, mais aussi pour poser cette question. On a posé la question de se dire, est-ce que vous accepteriez d'avoir une relation sexuelle avec une personne séropositive en utilisant un préservatif? Devinez, 25% des répondants nous ont dit non. Non, je refuserais d'avoir une relation sexuelle avec une personne séropositive, même en utilisant un préservatif. Et pourtant, ces personnes connaissent l'efficacité du préservatif. Mais la peur, les préjugés rendent juste impossible l'idée même de pouvoir avoir cette relation sexuelle. Je ne vous dis pas qu'il y a 23 ans ou 24 ans, j'aurais peut-être moi aussi répondu non. Peut-être que moi aussi j'aurais été dans mes propres préjugés. Et c'est pour cette raison qu'il est extrêmement important, fondamental, que les personnes séropositives puissent témoigner, et témoigner encore et encore, et sortir de l'invisibilité. Parce que c'est cette invisibilité qui alimente les préjugés. Et ce que je voudrais, pour finir, vous montrer, c'est lui. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Magic Johnson, un basketteur américain. C'est l'un des premiers qui a parlé publiquement de sa séropositivité. Et c'est lui qui m'a donné envie et l'espoir de vivre. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est grâce à des gens comme ça, et grâce à d'autres qui témoignent, qu'on peut continuer à diffuser ce message d'espoir. Ce message d'espoir, vous voyez comme il est beau, et on a envie de dire aujourd'hui, au revoir le stigma, bye bye stigma, hello gorgeous. Parce qu'on est beau, parce qu'on est belle et on est fiers. Et n'oubliez pas parce qu'aujourd'hui, en France, il y a 6 000 personnes qui découvrent leur séropositivité par an, et parmi ces 6 000 personnes, il y a beaucoup de jeunes ici, mais parmi ces 6 000 personnes, il y a 22% de personnes de plus de 50 ans. Alors vous qui êtes jeunes, protégez-vous, dites aussi à vos parents de se protéger. N'oubliez pas, parce que tout le monde est concerné. Et puis, protégez-vous, prenez du plaisir, prenez soin de vous et surtout, n'ayez pas peur. Merci beaucoup.